Madame, monsieur, bonsoir. Gilles Brial, bonsoir. Bonsoir, pour l'Avenir en Confiance. Vous êtes notre invité. L'Avenir en Confiance, je rappelle, c'est une coalition de partis non indépendantistes qui regroupe les Républicains calédoniens, le Rassemblement Les Républicains et le MPC. Alors, l'actualité de cette semaine, c'était la préparation des listes d'union loyalistes dans le Nord. On va voir tout de suite s'afficher une phrase de Wilfried Weiss, qui était l'un des co-négociateurs de cette tentative de réunion dans le Nord. Ça s'est donc soldé par un échec à cause d'une mésentente avec Calédonie Ensemble. Wilfried Weiss, le maire de Kouma, qui est donc co-négociateur pour vous, qui déclare « Nous sommes tombés sur un bloc en face ». C'était Gérard Poadja, donc de Calédonie Ensemble, tête de liste, non négociable. 3 postes pour Calédonie Ensemble ensuite, dans les 6 premiers, c'est-à-dire que Calédonie Ensemble souhaitait truster toutes les places. Mais Gilles Brial, Calédonie Ensemble a actuellement 4 élus à la province Nord, contre 1 élu au Rassemblement Les Républicains. Est-ce que c'est pas une juste logique arithmétique à laquelle il fallait arriver? Est-ce que finalement, Calédonie Ensemble n'était pas dans son droit, entre guillemets, de demander ça? Non, mais si on regarde les mêmes postes, on ne refait pas les élections après année après année. Non, la réalité, c'est que nous avons été, Alcide Ponga, Wilfried Weiss, les premiers à tendre la main à Gérard Poadja. Il y a eu des discussions constructives, des réunions à Pointe-d'Imier, à Koumak, et ça se passait très bien. Ça se passait très bien jusqu'à temps que Philippe Gomez intervienne lui-même, et il a pris en otage ces négociations en imposant dans les discussions des contraintes qui étaient inacceptables par tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous étiez prêt à accepter ? Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une liste unitaire telle qu'elle est demandée dans le Nord, avec une juste représentativité de chacun. Aux dernières élections provinciales de 2014, Philippe Gomez faisait 56% des voix loyalistes, et nous, lui faisait 54% et nous 46%, et demande 75% des sièges. C'est pas possible. C'est pas une question de tête de liste. Dans la province des îles Calédonie Ensemble, à la tête de liste, on a réussi à faire une liste unitaire. On a réussi à faire une liste unitaire parce que Philippe Gomez ne s'en est pas mêlé, tout simplement. Toujours dans le Nord, je vous propose maintenant d'écouter une déclaration de Daniel Goa. C'était sur Politique Directe, justement. Il y a une semaine, il répondait à Angélique Souche. Écoutez ce qu'il dit. Notre priorité, nous, c'est d'aller piquer les quelques électeurs loyalistes qui sont encore dans le Nord. Parce que notre objectif, c'est d'aller majoritairement au Congrès pour pouvoir commencer à mettre en place les véritables réformes de notre vision. Voilà, alors une déclaration assez surprenante, très franche en tout cas de Daniel Goa. Est-ce que vous vous rendez compte que le message indépendantiste, il est de plus en plus séduisant pour des populations non kanak, en particulier donc dans le Nord? Et si oui, quel message vous faites passer, vous, quand vous allez en campagne dans le Nord, auprès de cet électorat qui précédemment votait loyaliste? Il y a des électeurs loyalistes qui votent aux élections provinciales dans le Nord, notamment pour Paul Néautine ou pour la liste UC. La particularité de cette élection, le 12 mai, on va choisir des élus provinciaux, des élus au Congrès et finalement le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Chacun va porter un projet de société. Nous, on veut ancrer la Nouvelle-Calédonie dans le 3e millénaire. Mais en plus de ça, c'est ces élus-là qui vont bâtir l'après-accord de Nouméa. Donc là, il y a une importance, il y a un enjeu réel avec un risque d'avoir un Congrès qui bascule dans la main des indépendantistes. Et si le Congrès bascule dans la main des indépendantistes, le gouvernement également, et la préparation de la sortie de l'accord de Nouméa dans la République française va être plus compliqué. Donc le discours qu'on tient aux électeurs de la province Nord, c'est de leur dire l'enjeu est particulier, l'enjeu est d'une importance extrême et il faut regrouper l'ensemble de nos forces loyalistes. Mais comment est-ce que vous pourriez expliquer justement cette séduction pour le message indépendantiste vis-à-vis de populations qui jusqu'à présent ne votaient pas indépendantistes? La province Nord, elle a vocation à être dirigée par les indépendantistes. Il y a une partie des électeurs loyalistes qui vont choisir le président, soit un président uni, soit un président UC. Tant qu'à avoir un président indépendantiste, autant pas se le faire imposer et le choisir. Mais ça, c'est dans une élection, je dirais, provinciale traditionnelle. Dans la réalité, c'est l'enjeu du 12 mai est capital et on voit bien que les indépendantistes, à travers les 3 dernières élections, sont passés de 18 élus sur 54 au Congrès à 25 en 2014. De 2004, 18, 25, 2014. Donc il y a un risque, en faisant le même score, il y a un risque que le Congrès bascule chez les indépendantistes et il faut absolument éviter ça.
Dans votre programme, vous parlez des Calédoniens au centre du dispositif. Alors c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue à l'époque des accords, où on parlait des Kanaks au centre du dispositif, même si cette phrase n'a jamais paru, n'a jamais été écrite officiellement. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites les Calédoniens au centre du dispositif ? Les accords de Matignon, ça a permis de ramener la paix en Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa, ça a permis de maintenir cette paix, le rééquilibrage. C'est, je dirais, le pardon, en quelque sorte, ce geste de coutume de l'État vis-à-vis de la population kanak. Mais c'est un cycle qui se finit. L'accord de Nouméa, il a été signé pour 20 ans. On est 20 ans après. C'est le moment de tourner une nouvelle page. Et c'est ce qui va se passer dans cette mandature. Et cette nouvelle page, elle ne peut pas se construire en plaçant une ethnie au-dessus des autres. Le destin commun dont tout le monde parle aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie peut se faire uniquement si on met toutes les ethnies, toutes les populations, toutes les cultures au même niveau. Il y a eu le temps du rattrapage, maintenant il y a le temps de la construction, de créer vraiment ce destin commun et cette Nouvelle-Calédonie qui va de l'avant et qui s'ouvre sur le monde. Alors il y a quelque chose auquel on assiste en particulier en province sud au cours de ces provinciales de cette campagne 2019, c'est justement l'explosion de listes communautaires. Est-ce que ce n'est pas la preuve de l'échec justement de cette doxa du destin commun ? Ah mais clairement. Alors c'est un danger, mais j'en parlerai après. Mais c'est un échec parce que il y a des communautés qui en ont marre d'avoir l'impression qu'elles seront toujours mises de côté et qu'il y aura toujours une ethnie, l'ethnie kanak en l'occurrence, qui passera devant tout. Ça, ce temps-là est fini aujourd'hui. C'est-à-dire construire la Nouvelle-Calédonie pour les 30-40 prochaines années, elle ne peut pas se construire sur ce modèle-là. Elle peut que se construire en mettant vraiment le Calédonien, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa culture, au centre du dispositif. Mais alors ça, c'est une belle idée qu'on entend bien, mais comment concrètement, politiquement, vous voulez la faire entendre demain au comité des signataires, par exemple, ou auprès de vos interlocuteurs parisiens ? Ah ben déjà, il faut la porter dans notre programme, c'est ce qu'on fait. Je prends un exemple sur la culture. Aujourd'hui, on impose 1 heure de culture kanak à l'ensemble de nos écoliers. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette heure de culture soit ouverte à l'ensemble des populations de Nouvelle-Calédonie, pas seulement kanak. C'est indispensable de le faire pour la culture kanak, mais c'est indispensable de le faire également pour la culture wallisienne et futunienne, la culture tahitienne, les Antillais, les Indonésiens, enfin tout le domaine asiatique. Il faut pouvoir faire en sorte que l'ensemble des Calédoniens puissent d'abord se connaître avant de se reconnaître. Et c'est à partir du moment où on aura fait cet effort-là, mais sur l'ensemble des domaines, qu'on pourra créer un destin commun. Conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui. Il y a une autre caractéristique dans cette élection, c'est le message ni de certaines formations. Alors, ni indépendantistes, ni loyalistes. À votre avis, est-ce que ça relève de l'amateurisme, de l'inconscience ou de la preuve que cette bipolarité de la vie politique qui a existé pendant 30 ans, eh ben, elle n'est plus d'actualité aujourd'hui ? Mais c'est de l'inconscience, ou c'est on masque quelque chose. On est à quelques mois du deuxième référendum qu'il va avoir, où on va choisir entre l'indépendance et la France. Et il y en aura certainement un troisième derrière si on n'arrive pas à l'éviter. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'afficher clairement quelle est son ambition pour la Nouvelle-Calédonie dans les 30-40 prochaines années. On ne peut pas élire des élus le 12 mai sans que cela les dit avant s'ils veulent rester dans la France ou s'ils veulent préparer l'indépendance. C'est vraiment de l'inconscience et c'est un risque, c'est un danger même d'afficher ça. Et cet éparpillement de petites listes est encore plus dangereux pour le camp loyaliste. Je vous le disais, les indépendantistes qui sont passés de 18 élus à 25 au Congrès aujourd'hui, ils n'ont pas eu plus de voix, plus de pourcentage de voix. C'est en face, il y a eu un bloc loyaliste qui s'est disloqué. Et donc, voilà le danger et l'enjeu de cette élection. Mais en tout cas, on ne peut pas se présenter à une élection provinciale qui est à la fois provinciale, territoriale en Nouvelle-Calédonie sans dire si on est pour ou contre l'indépendance. Votre programme prévoit, et ça c'est un des gros dossiers auxquels vous tenez, le dégel du corps électoral. Alors Daniel Goa, cette semaine, dans une interview, rétorquait, je cite, « Tant que l'accord de Nouméa court, on est toujours dans le provisoire. Quand on sera indépendant, alors la discussion sera réouverte. » Vous vous dites, au lendemain des élections, nous défendrons l'ouverture de la citoyenneté comme élément fondamental des négociations. Gilles Brial, est-ce que c'est pas un peu de l'enfumage de dire ça? Parce qu'on sait très bien que c'est figé. Non, mais Daniel, je suis d'accord avec la première partie de Daniel Goa. Tant qu'on est dans l'accord de Nouméa, on ne pourra pas sortir du gel du corps électoral. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on va sortir de l'accord de Nouméa dans cette mandature, dans les 5 ans qui viennent. On va arrêter l'accord de Nouméa, on va fermer cette page et on va en ouvrir une autre. Et dans la nouvelle page qu'on va ouvrir, nous, en tout cas, on ne peut pas accepter d'ouvrir une nouvelle page en partant sur un corps électoral gelé. Donc Daniel Goa a raison sur la partie
Tant qu'on est dedans, Provisoire. on peut pas, c'est Oui. du provisoire, mais après, ce sera non, il n'est pas question de rester sur les dispositions actuelles, il faudra l'ouvrir. On ne peut pas avoir une Nouvelle-Calédonie qui se construit, où on parle de destin commun, en mettant 43 000 personnes sur le bord de la route. C'est impossible, ça. Alors justement, vous dites n'accepter aucune forme d'indépendance, c'est dans votre programme, qu'elle soit totale, avec partenariat, en association ou partagée. Comment est-ce que vous pourriez voir justement, si on sort de l'accord de Nouméa, quelle pourrait être la configuration politique ou qu'est-ce qui pourrait se dessiner pour la Nouvelle-Calédonie? Mais l'indépendance, c'est pas une obligation. C'est pas ça que les Calédoniens ont validé l'accord de Nouméa en 98. Au contraire, ils ont exprimé le 4 novembre 2018 leur volonté, leur attachement à la France. Et moi, je suis convaincu qu'on peut préparer une Nouvelle-Calédonie moderne dans le 3e millénaire, rénovée, tournée vers sa jeunesse, en préparant une vraie transition énergétique, environnementale, au sein de la République française. C'est au sein de la République française que les diversités culturelles, les diversités sociales peuvent s'épanouir. C'est au sein de la République française qu'on peut créer un développement économique et travailler avec les pays aux alentours dans notre zone sans se faire absorber par une puissance telle que la Chine. On entend de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, parler de l'éventualité ou d'un désir de partition, surtout au vu des résultats du référendum, avec deux provinces très marquées indépendantistes, une province très marquée, le sud non indépendantiste. Ça, c'est une idée, selon vous, selon l'avenir en confiance, qui pourrait être discutée? J'entends, moi, de plus en plus ça. Mais on ne peut pas, nous résigner à dire on va abandonner une partie de la Nouvelle-Calédonie dans l'indépendance, dans l'inconnu. C'est pas possible pour ça. La personne qui habite à Ouégoua, elle a autant le droit, si elle veut être française que moi, de l'être à Nouméa. Donc nous, on se battra pour que l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, 3 provinces comprises, reste au sein de la République française. La partition, c'est quelque chose dont on ne peut pas aborder sans... quand on est calédonien et qu'on aime profondément cette terre, on l'aime du sud au nord. À propos de la calédonisation de la justice, qui était notamment un vœu de Calédonie Ensemble, vous y êtes opposé. Son indépendance doit être préservée afin qu'elle demeure libre, écrivez-vous. Est-ce que ça veut dire aussi, d'une autre façon, en creux, que les Calédoniens, finalement, ils ne sont pas capables de neutralité ou d'impartialité s'ils avaient la justice entre les mains? Non, les Calédoniens sont capables de beaucoup de choses, de grandes choses même, mais la justice, c'est une compétence de l'État. Il faut que l'État continue à jouer son rôle d'arbitre en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un petit territoire avec une petite population où tout le monde se connaît, et c'est sain d'avoir l'État qui continue à nous départager, qui continue à arbitrer nos conflits. Et on voit, je prends le secteur des radios par exemple, quand c'est les Calédoniens qui gèrent et qui veulent punir une radio, ben, ils vont lui couper ses subventions. Si ces mêmes élus gèrent la justice demain, eh ben, on peut s'inquiéter sur la partialité de la justice. Alors justement, vous parlez de la justice. Parmi les compétences régaliennes, il y a un dossier qui relève justement de ces compétences régaliennes. C'est tout ce qui traite de la délinquance, de la sécurité. C'est aussi un axe fort de votre campagne. Alors comment arriver à glisser ça dans cette campagne provinciale alors que c'est une compétence régalienne? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? C'est une compétence régalienne, mais c'est une préoccupation forte des Calédoniens. Il y a un cambriolage toutes les 2 heures en Nouvelle-Calédonie. Une voiture qui est volée toutes les 6 heures. On ne peut pas accepter ça. Ça ne peut pas continuer. On attend de l'État d'abord qu'il joue enfin son rôle d'arbitre, qu'il applique la sécurité qui doit être la nôtre en Nouvelle-Calédonie. L'État peut. L'État nous avait envoyé d'Assenville à l'époque qui avait ramené les choses à l'ordre en Nouvelle-Calédonie. C'est pas le cas aujourd'hui. On a une sorte de laxisme où on a l'impression qu'il y a Vous mettez en cause là le haut-commissaire. Mais clairement, Tirer la tasse pour vous, il n'est pas à la hauteur. Mais clairement, le représentant de l'État ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer en matière d'insécurité en Nouvelle-Calédonie. Et après, nous, les Calédoniens, les élus calédoniens, on a un rôle. Ça peut être ce que vient de faire, et je salue en tant que conseiller municipal de Nabéa, la commune de Nabéa, en sortant l'alcool des rues, en mettant un couvre-feu pour les jeunes de 16 ans qui n'ont rien à faire dans la rue, en redonnant des moyens aux polices municipales. Et puis ça, c'est pour l'aspect répressif. Et sur la prévention, nous, on est très attachés au modèle islandais. Vous savez, l'Islande, c'est un pays qui ressemble beaucoup à Nouvelle-Calédonie par rapport à sa taille, par rapport à ses richesses minières et par rapport également à sa jeunesse qui était le plus haut taux de délinquance et de consommation de drogue en Europe. Ils ont mis en place un vrai plan stratégique avec le professeur Milkman qui est venu l'année dernière, qu'on a rencontré et avec qui nous, on veut travailler
pour pouvoir mettre en place ce plan qui a été une réussite en Islande, qui sera une réussite en Nouvelle-Calédonie. Merci Gilles Brial d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. C'est la fin de Politique Directe. Prochain rendez-vous de l'info, c'est demain en radio. L'invité de la matinale sera Philippe Gervolino, le directeur général de l'OPT. Il répondra aux questions de Charlotte Mestre et aux vôtres, bien sûr, au 258. D'ici là, passez une excellente soirée sur la première, bien sûr. L'info continue sur lapremière.nc.